Salut, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes dernières lectures. J'ai lu 8 livres dernièrement qui s'inscrivent dans un challenge que je me suis lancé personnellement, un tour du monde littéraire. Donc ça consiste à lire un auteur issu de pays différents. Pour l'instant, je n'ai absolument pas terminé ce challenge. De ce que j'ai compté de mon côté, il y a 198 pays que je dois lire et je pense que c'est un challenge qui me suivra tout le long de ma vie puisque je ne compte pas enchaîner les livres tout d'un coup. Ce n'est donc pas une vidéo qui va vous résumer mon tour du monde littéraire puisque j'en suis encore bien loin du compte final. Mais en tout cas, je me suis dit que ça serait intéressant de vous présenter mes lectures qui s'inscrivent dans ce challenge personnel. Ce sont donc des livres de littérature étrangère que je compte vous présenter. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est le livre Girl d'Edna O'Brien. Edna O'Brien est une autrice irlandaise qui s'est intéressée au Nigeria et à un fait plus précis qui est l'enlèvement de jeunes lycéennes par Boko Haram au Nigeria. C'est un événement qui s'est déroulé en 2014 et qui va du coup inspirer cette autrice pour pouvoir écrire son roman Girl. Dans Girl, on va y suivre Mariam, qui est une jeune lycéenne qui va être enlevée avec ses camarades de classe. À partir de cela, on va suivre toutes les atrocités qui puissent exister. L'enlèvement, la persécution, le viol, le sentiment de rejet. Vraiment, il y a toute l'horreur qui est décrite de mille et une façons dans ce livre. Ça a été pour moi une lecture assez éprouvante. Ça se voit que l'autrice s'est beaucoup documentée pour pouvoir écrire ce roman et pour pouvoir se calquer sur la réalité. Cependant, pour moi, le style assez plat a rendu cette lecture vraiment éprouvante. J'avais l'impression tout au long du livre que la narratrice était dans une sorte de dépersonnalisation constante, dans le sens où la narratrice montrait très peu d'émotions. Il y a eu certains passages qui, pour moi, me glaçaient le sang. Donc au final, ça a été pour moi une lecture assez éprouvante, assez dure à lire. Je ne sais pas si je suis prête à me replonger dans ce genre de lecture prochainement. Mais tout de même, ça reste une lecture qui reste intéressante sur le plan historique, puisque c'est un fait que je ne connaissais pas, ou que je connaissais en tout cas très mal, de l'histoire nigériane. Le prochain livre dont je voudrais parler, c'est Le voyage dans le passé de Stefan Zweig. Donc avec ce livre, on va voyager en Autriche, puisque Stefan Zweig est un auteur autrichien. Dans ce livre, on y suit lui, qui est un jeune homme qui va être employé par son patron pour être son secrétaire. Pour pouvoir être son secrétaire, lui est obligé de quitter son logis pour pouvoir vivre chez son patron. Et de ce déménagement, il va rencontrer la femme de son patron avec qui il va se lier d'amitié. C'est un roman qui va montrer la naissance d'une relation entre lui et la femme de son patron. C'est une relation naissante qui va aussi être basée sur un fond historique puisque l'histoire se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un roman qui va traiter de solitude mais aussi d'amour. Mais surtout, c'est un roman qui va montrer le poids des souvenirs. Lui va être tiraillé entre les souvenirs qu'il a de sa relation avec cette femme, la femme de son patron, mais aussi son instant présent et notamment les retrouvailles avec cette femme. C'est un ouvrage que j'ai bien aimé lire, même si ça ne reste pas mon préféré de cet auteur. En somme, ce n'est pas un livre que je vous conseillerais si vous voulez commencer par Zweig, mais ça reste un très bon livre, donc je ne peux pas vous le déconseiller pour autant. Le prochain livre dont j'aimerais vous parler, c'est un récit de voyage. Un récit de voyage écrit par une autrice suisse qui est Anne-Marie Schwarzenbach. Anne-Marie Schwarzenbach, c'est une écrivaine, journaliste qui est décédée à 34 ans, donc très jeune. Mais pour autant, elle a eu le temps, durant la Seconde Guerre mondiale, de faire un road trip avec Ella Maillard, une autre aventurière, un road trip en voiture. Donc elle est partie avec sa Ford et avec son ami pour faire son road trip en Afghanistan, en Turquie, en Iran, pour finir en Inde. Il faut savoir que Anne-Marie Schwarzenbach est issue d'une famille assez riche, donc les moyens financiers déployés par sa famille lui ont permis de s'émanciper en tant que femme et lui ont aussi permis
de voyager. C'est une femme qui a eu une vie assez fascinante alors qu'elle est décédée à un très jeune âge. Elle a été lesbienne, elle a été mariée à un homme pour avoir un mariage blanc et pour pouvoir s'émanciper aussi du carcan de la société. De ce mariage avec cet homme, elle a eu un passeport diplomatique qui lui a aussi facilité lors de ses voyages. Et c'est une femme qui a aussi eu des problèmes d'addiction, notamment à la morphine. Et cette addiction pour la morphine a aussi entaché son amitié avec Ella Maillart lors de son voyage au Moyen-Orient. Ella Maillart en parle dans son livre aussi, que je n'ai pas encore vu, et qui s'appelle La Voix... il me semble La Voix cruelle. Enfin bref, dans Où est la terre des promesses, Anne-Marie Schwarzenbach livre sa version de ce voyage, de ce road trip au Moyen-Orient. On y découvre des paysages montagneux extrêmement magnifiques qui, je pense, lui ont beaucoup rappelé les montagnes suisses. Et donc ce livre qui compile les journaux d'Anne-Marie Schwarzenbach, on y retrouve quelques obsessions de la part de l'autrice, notamment l'obsession de la liberté et son questionnement sur le port du voile des femmes au Moyen-Orient. Elle se demande plusieurs fois si le voile enferme les femmes dans cette société. Mais elle comprend aussi très bien qu'elle a une vision très occidentale de la chose. Donc cela ne reste que des questionnements, elle ne va pas jusqu'à dénoncer le port du voile par exemple. En somme, j'ai trouvé le livre extrêmement bien écrit, extrêmement dépaysant. Cependant, je trouve qu'elle parle très peu d'Ella Maillart dans ce livre et de son amitié avec cette femme. C'est vraiment la postface qui nous en apprend plus sur Ella Maillart et la façon dont l'addiction de Schwarzenbach a pu affecter ce couple de femmes, mais aussi comment les idées politiques d'Ella Maillart et de Schwarzenbach ont pu être tellement divergents à tel point que cela a aussi pu affecter leur amitié. Enfin bref, je ne peux que vous conseiller ce récit de voyage si vous voulez un dépaysement complet et suivre le voyage du point de vue des yeux d'une femme. Là, on va partir au Royaume-Uni avec un roman qui est un pavé puisqu'il fait plus de 700 pages. C'est Du bout des doigts de Sarah Waters. Sarah Waters est une autrice originaire du pays de Galles qui est née dans les années 60. Elle est connue pour écrire des livres sur des amours lesbiens. Et ce livre ne fait pas figure d'exception puisqu'on va suivre l'histoire de Sue, une jeune orpheline qui a été recueillie par une famille de malfrats. Et Sue va se retrouver dans un complot puisque un homme escroc au nom de Richard va la convaincre de voler une jeune bourgeoise qui se nomme Maud. C'est un livre rempli de mensonges, de duperies, de quiproquos. L'écriture de l'autrice est aussi incroyablement belle. Vraiment, je pense que ce livre va devenir un classique les années à venir, tellement c'est extrêmement bien écrit, tellement c'est drôle aussi par moments. Il y a un contraste très amusant entre ces décors très anglais, très victoriens, mais aussi l'humour, les jurons que se disent le personnage. Je ne peux que vous conseiller ce livre, même si les 100 dernières pages étaient, à mon sens, un peu longuet. Mais voilà, 100 pages sur 700 pages, ça reste raisonnable. En conclusion, je pense que Sarah Waters, c'est un peu l'Alexandre Dumas en version anglaise et lesbienne. Vraiment, je ne peux que vous la conseiller. Écriture sublime, scénario, mais poussé à son paroxysme. Je pense qu'il y a eu tellement de retournements de situation que le réalisme est parti en courant. Mais voilà, extrêmement prenant. Franchement, je ne peux que vous la conseiller. Bon, là, on va parler de mon coup de cœur parmi les 8 livres. Dorothy Allison est une écrivaine issue de classe prolétaire aux États-Unis. Et là, dans ce livre, qui est trash, on va y suivre une compilation de nouvelles basées du coup sur sa vie. Il faut savoir que Dorothy Allison, c'est une femme lesbienne, et donc on va suivre aussi des amours lesbiens dans ce livre, mais pas que.
Pas mal de thématiques assez difficiles à lire sont traitées dans ce livre. Mais contrairement au premier livre avec Edna O'Brien et Girl, ce sont des sujets difficiles mais écrits avec une écriture tellement sublime, poétique, que en fait pour moi ça a été juste un plaisir à lire. Trash, c'est un titre qui va aussi mettre en avant tout ce côté crade, poisseux, que peuvent vivre des personnes dans la pauvreté, dans le besoin, mais aussi qui sont un peu en marge de la société, avec une identité queer. Et au-delà de la pauvreté, elle va aussi parler de sexualité débridée, mais pas dans le sens débridé pour choquer, mais vraiment dans une sexualité qui va être revendicative et presque militant. Et ce livre, je l'ai vraiment lu comme un acte de militantisme contre le patriarcat, contre le sexisme, contre les agressions, l'harcèlement sexuel. En somme, ce livre va traiter de thèmes extrêmement choquants, mais pas juste pour choquer, c'est vraiment dans une optique de dénoncer des faits qui ne devraient même pas exister. Elle va traiter de problèmes familiaux, mais aussi d'inceste. Elle va traiter de problèmes avec la nourriture, du deuil, de la maladie. C'est vraiment une compilation de nouvelles qui m'ont touchée et qui, moi, me font dire que oui, on peut parler de choses atroces, mais d'une façon extrêmement belle, mais aussi militante. D'ailleurs, Trash de Dorothy Allison s'inscrit dans une esthétique qui est le Southern Gothic ou le gothique du Sud, qui est une esthétique propre aux États-Unis du Sud, où vont s'y mêler non seulement cet univers un peu confiné, un peu isolé de la famille américaine, un peu modèle, qui habite en zone rurale, avec toutes ces problématiques de violence interfamiliale, de pauvreté, de marginalité. C'est vraiment, moi, une esthétique qui m'appelle et qui me fascine. D'ailleurs, si cette esthétique vous intéresse, il y a une chanteuse américaine qui se nomme Ethel Cain qui a sorti un album qui s'inscrit totalement dans cette atmosphère. Cet album s'appelle Precious Daughters. C'est d'ailleurs un album que je vous conseille musicalement, hein, pas juste pour son esthétique. En somme, Trash de Dorothy Allison, un banger. Je ne peux que vous le conseiller. Et moi, de mon côté, j'ai tellement hâte de lire d'autres choses de cette autrice. Les 3 derniers livres dont je voudrais vous parler sont de la littérature asiatique. On va commencer par celui que j'ai le plus apprécié. C'est un roman japonais de l'auteur Yukio Mishima. Yukio Mishima, je vous en ai déjà parlé avec L'amour interdite dans une autre vidéo, qui a été une lecture extrêmement plaisante. Là, encore une fois, c'est du très bon Yukio Mishima. Dans Vie à vendre, on va suivre Agno, un jeune homme qui va essayer de se suicider par intoxication médicamenteuse. Son suicide est avorté. Cependant, son désir de mourir reste tout autant prégnant. Et de là, il va décider de vendre sa vie. Donc, il va poster une annonce dans les journaux en disant que sa vie est à vendre, qu'il peut être employé à faire n'importe quelle mission dangereuse. Il s'en fichera puisque il ne veut que mourir. C'est un roman qui m'a beaucoup surprise puisque c'est un roman extrêmement drôle qui va parodier les romans policiers. Ce qui est marrant à noter, c'est que l'obsession de la mort, qui est une obsession qui anime le narrateur, c'est aussi une obsession que partage l'auteur Yukio Mishima. Ce n'est pas surprenant lorsqu'on a lu les autres livres de voir comment la mort est un thème qui revient à chaque fois chez cet auteur. Mais là, c'est traité d'une façon tellement drôle, tellement burlesque, que je m'y attendais pas forcément. Il y a aussi un côté très kafkaïen dans ce livre, puisque le narrateur va voir la mort glisser entre ses doigts à multiples reprises et d'une façon tellement absurde. Donc voilà, un livre à lire. Ensuite, j'aimerais vous parler... De quoi je vais vous parler Allez. L'art de la persuasion de Guy Guzy. Vous connaissez peut-être sûrement L'art de la guerre de Sun Tzu, mais il y a un autre livre qui est moins connu, qui est L'art de la persuasion et qui a été écrit 2 siècles après L'art de la guerre.
L'art de la persuasion, c'est un peu l'art de la guerre, mais version rhétorique. Là où Sun Tzu s'intéressait aux stratégies militaires et à la façon de gagner une guerre, Guigui va lui s'intéresser au discours et à la façon dont la parole va non seulement convaincre, mais aussi manipuler des gens. D'après la préface, l'art de la persuasion est à lire en parallèle de l'art de la guerre. Pour ma part, je n'ai pas encore lu l'art de la guerre, mais il est dans ma pile à lire, donc ça ne va pas tarder. Là où Sun Tzu va s'intéresser à la guerre, à la stratégie militaire, Guigui, lui, va s'intéresser à la parole et à la façon dont on va convaincre, mais aussi manipuler l'autre. Et c'est vraiment la première étape dans une confrontation. On ne peut pas partir comme ça, se battre à main nue, de rechef. Il faut pouvoir se battre, savoir se battre avec les mots. Ainsi, Guigui va s'inscrire dans ce courant de la parole, du discours qui peut être aussi un moyen de gagner en pouvoir, de gagner en force. Il faut savoir qu'à l'époque de Guigui, il y avait deux philosophies qui se confrontaient en Chine. Il y avait le taoïsme et le confucianisme. Guigui était un peu, en quelque sorte, un anti-confucianiste parce qu'en mettant en avant l'importance de la parole, de la rhétorique, il était un peu en opposition avec Confucius qui, lui, voyait dans les paroles, dans cet art du discours, un moyen de pervertir les gens, de les éloigner de la vertu. Alors que pour Guigui, la rhétorique est plutôt un art de vivre et un moyen de s'emparer du pouvoir. L'art de la persuasion est un livre qui est découpé en 3 parties. Et pour résumer un peu sa philosophie, pour lui, il est important de se connaître soi-même avant de vouloir diriger les autres, tout autant qu'il est important de savoir se taire pour pouvoir écouter les autres, pour pouvoir connaître leurs intentions. Et sans surprise, Guigui va prôner la vertu, la sagesse, la justice, la famille. C'est une philosophie qui s'inscrit dans l'ère du temps et qui ne dévie pas tellement au final de Confucius. Au final, c'est un livre assez facile à lire qui dit des conseils qui, ma foi, restent assez sommaires et assez prévisibles, je dirais. J'espère que l'art de la guerre sera un peu plus poussé que ce livre. Mais voilà, ça reste une autre façon de se plonger dans la philosophie chinoise qui ne soit pas celle de Confucius. Dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est une pièce de théâtre. Alors, c'est une pièce de théâtre écrite par un auteur franco-cambodgien qui est Randall Duke. Cette pièce s'appelle Les Hommes désertés et ça a été publié aux éditions Lamartine. Pourquoi je vous parle de la maison d'édition ? Il faut savoir qu'il y a une librairie à Paris, Lamartine, qui est une librairie absolument géniale. Vraiment, si je retourne sur Paris, j'aimerais tellement retourner dans cette librairie. C'est une librairie qui classe les livres en fonction de leur pays. Et donc, pour quelqu'un comme moi qui a un challenge de tour du monde en littérature, c'est une pépite. La librairie propose des ouvrages tellement diversifiés. Elle a même, du coup, sa propre maison d'édition. Et elle publie des ouvrages qui ne sont absolument pas connus, dont cette pièce de théâtre qui se nomme Les Hommes désertés. Et donc Randall Duke, c'est un auteur franco-cambodgien qui a quitté le Cambodge alors que le Cambodge faisait face à une guerre civile qui est le génocide par les Khmers rouges. Et dans cette pièce de théâtre, il va notamment parler de la guerre, des conséquences de la guerre, mais aussi de désertion, puisqu'on va y suivre Laure, qui est une jeune femme qui va aller dans un pays qu'on va comprendre comme le Cambodge pour pouvoir y retrouver son père, les traces de son père. Cependant, elle va se confronter aux Khmers rouges, à ces individus qui vont prôner un communisme exacerbé et qui ont une haine envers les intellectuels et envers les riches. Donc c'est une pièce que j'ai trouvée très bien écrite. Je regrette juste que cela soit juste le texte et non pas la représentation en elle-même. J'aurais aimé voir ce que cela donne sur scène avec des acteurs, des comédiens. Et voilà, je ne sais pas si c'est une pièce de théâtre qui serait compréhensible si on n'a pas quelques notions sur l'histoire du génocide khmer. Mais voilà, ça reste une pièce qui est extrêmement bien écrite, que je ne peux que vous conseiller.
Pour finir, je ne peux que vous conseiller la vidéo de Randall Duke lorsqu'il va parler au TED Talk. Il va notamment y aborder la façon dont il va apprivoiser les identités multiples. Il se dit en effet un peu tiraillé entre deux cultures, celle française, mais aussi celle cambodgienne, et notamment à travers l'histoire du Cambodge. Cette histoire qui a poussé du coup sa famille à fuir le pays. En tout cas, c'est une vidéo qui a fait écho en moi puisque je suis aussi d'origine cambodgienne, mais que contrairement à lui, je n'ai pas vécu au Cambodge. Mais l'histoire du Cambodge, en effet, continue de me hanter, notamment à travers le génocide khmer. Pour moi, en tout cas, ça a été une entrée en matière dans la littérature cambodgienne. J'ai d'autres livres khmer qui m'attendent dans la pile à lire. Donc voilà, je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser par la suite, mais je ne peux que vous conseiller Les Hommes désertés. J'en ai fini avec cette vidéo et avec cette présentation de livres. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que ça ne sera pas la dernière vidéo de ce genre sur ma chaîne, puisque je compte bien poursuivre ce tour du monde en littérature. Je pense, pour ma part, et vraiment c'est une opinion que j'ai, que peut-être que vous ne partagez pas, mais je pense que l'on peut tout autant voyager à travers les livres que physiquement. Et peut-être que c'est une réponse au changement climatique. Je suis vraiment d'avis qu'il faut qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre et notamment nos vols en avion. Et pour moi, je pense que la littérature pourrait être une réponse à cette soif d'aventure qu'on a, à cette soif de dépaysement qui peuvent non seulement se retrouver dans des livres avec du coup de la littérature étrangère, mais cela peut aussi se retrouver à travers des films, à travers des podcasts, bref, à travers de multiples médias. Ce tour du monde en littérature, c'est vraiment aussi une réponse à cette soif d'aventure que j'ai en moi, mais que je ne peux pas forcément faire dans la vie de tous les jours. Je ne vais pas aller en Autriche, je ne vais pas aller au Japon, je ne vais pas aller en Chine, je pense, dans ma vie. Ou en tout cas, si j'y vais, ça serait pas prochainement. Donc voilà, je ne sais pas si vous pensez aussi que le fait de lire est équivalent au fait de voyager. Peut-être pas. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une solution face au changement climatique, de privilégier la lecture, de privilégier d'autres médias et d'autres moyens de se confronter à d'autres cultures. Et voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis et puis je vous dis à la prochaine. Salut!